Avez-vous déjà entendu parler d'une région occupée par les nazis qui a été libérée 4 jours après la fin de la guerre? Un grand territoire occupé, plus défendu que l'Allemagne elle-même. Une région pour laquelle l'armée britannique a opéré le raid le plus dangereux et le plus ambitieux de toute l'histoire des forces armées royales. Un lieu qui figurerait parmi les priorités absolues de Churchill et Hitler. C'est l'histoire oubliée de la forteresse nazie. L'histoire de Saint-Nazaire. Die Jugend ist uns verschrieben und verfallen mit Leib und mit Seele. 1941. L'Allemagne nazie domine la majeure partie de l'Europe occidentale. La Norvège, le Danemark, les Pays-Bas, le Luxembourg, la Belgique, la France, mais pas encore la Grande-Bretagne. Afin de s'emparer des îles britanniques, les Allemands doivent mettre la main sur les mers. Techniquement, c'est impossible. Pour une raison très simple, les Britanniques possèdent la flotte la plus puissante du monde. Pour affronter cet obstacle, die Kriegsmarine, la marine allemande, au lieu de dominer la surface de la mer, elle décide de passer dessous. Ils détiennent l'instrument qui peut changer les règles du jeu. Les U-boats. Ces tueurs silencieux, surnommés les loups de l'Atlantique, ont réussi à couler 4 millions de tonnes de navires britanniques, rien qu'en 1941. Dans ses mémoires, Winston Churchill a admis : la seule chose qui m'ait vraiment effrayé au cours de la guerre, ce fut la menace des sous-marins allemands. Mais il y a encore un autre cauchemar pour les Britanniques. Une forteresse flottante de 52 000 tonnes d'acier, nommée le Tirpitz. Après le naufrage de son navire jumeau, le Bismarck, le Tirpitz a été modernisé, galvanisé pour être la crème de la technologie allemande. Hitler l'appelait la fierté de la marine allemande. Churchill l'appelait la bête. À 55 km à l'heure, 250 mètres de long, il était plus rapide et plus gros que n'importe quel cuirassé britannique, avec sa supériorité de puissance de feu. Il pouvait vous couler avant même que vous ne l'ayez vu. C'était la pire menace maritime pour la suprématie britannique sur les mers. Et voici l'importance de notre site. Saint-Nazaire dispose de tout ce dont le Troisième Reich a besoin pour ses machines de guerre. Outre les ports bien équipés et l'emplacement stratégique, la ville française bénéficie d'une infrastructure unique qui a attiré l'attention des Allemands et des Britanniques. La cale sèche de Normandie. Mais pourquoi une telle cale est si importante? Le 24 mai 1941,
La bataille de Détroit de Danemark a eu lieu entre les navires allemands, Bismarck et Prince Eugen, et les navires britanniques, Prince of Wales et le puissant HMS Hood. Hood, le meilleur bateau de guerre de la marine britannique, a été coulé. Le Prince of Wales a été endommagé et contraint de se retirer. Le Bismarck, victorieux de cette bataille, mais également endommagé, incapable de poursuivre sa mission, et se dirige vers le port français de Saint-Nazaire, qui est le seul port de la côte atlantique à disposer d'une cale sèche pouvant accueillir un navire de sa taille, la cale sèche de Normandie. « 350 mètres de long, 50 mètres de large et 16 mètres de profondeur. C'est une structure vitale pour les Allemands. Mais malheureusement pour le Bismarck, il a été intercepté par les Britanniques et coulé avant d'atteindre Saint-Nazaire. Lorsque le Tirpitz a été déclaré opérationnel en janvier 1942, les planificateurs du cabinet de guerre à Londres examinaient les scénarios potentiels si le Tirpitz échappait au blocus naval et atteignait l'Atlantique. Ils sont arrivés à la conclusion que si la cale sèche de Saint-Nazaire n'était pas disponible, les Allemands ne risquaient probablement pas d'envoyer le Tirpitz dans l'Atlantique. Pour éviter le sort de son navire jumeau, le Bismarck. À quelques mètres de la cale, offrant une protection maximale à leur U-boat, la marine allemande a construit l'une de ces extraordinaires mégastructures. Un grand abri fortifié pour les sous-marins. Elle est l'une des 5 grandes bases sous-marines construites par le Troisième Reich en France occupée. Avant la Deuxième Guerre mondiale, Saint-Nazaire était l'un des plus grands ports de la côte atlantique de France. Lors de la bataille de France, l'armée allemande arrive à Saint-Nazaire en juin 1940. Le port est immédiatement utilisé pour des opérations sous-marines. En décembre de la même année, une mission de l'organisation Todt a inspecté le port pour étudier les possibilités de construire une base sous-marine invulnérable au bombardement aérien en provenance d'Angleterre. La construction a commencé en février 1941 avec 3 alvéoles, achevée en juin. De juillet 41 à janvier 42, 6 autres alvéoles ont été construites. Et entre février et juin 42, les travaux ont finalement été achevés par la construction de 5 autres alvéoles et une tour. La base mesure 300 mètres de long, 130 mètres de large et 18 mètres de haut, pour une surface au sol de 39 000 mètres carrés et un volume de béton coulé de 480 000 mètres cubes. L'épaisseur du toit est d'environ 8 mètres, constitué d'un véritable millefeuille de dalles et protections, et se compose de 4 couches distinctes. La première, constituée de béton armé, mesurant 3,50 mètres. La deuxième, en béton et granit, fait 35 cm d'épaisseur. La troisième, à nouveau, en béton armé, de 1,70 m d'épaisseur. Et la quatrième, nommée Fangrost, constituée par la superposition des poutres croisées, 1,40 m de hauteur. Le toit est équipé d'armes anti-aériennes, de mitrailleuses et de mortiers.
La base offre 14 alvéoles sous-marines. 92 mètres de long et 11 mètres de large, chacune accueillant 2 sous-marins. La base était équipée de 62 ateliers, 97 magasins de stockage, 150 bureaux, 92 dortoirs pour les équipages des sous-marins, 20 stations de pompage, 4 cuisines, 2 boulangeries, 2 centrales électriques, un réfectoire et un bloc opératoire. En réalité, c'est une ville dans une ville. Les Allemands et les Anglais réalisent l'importance du site pour l'issue de la guerre. Hitler voulait le protéger par tous les moyens, tandis que Churchill ordonna sa destruction immédiate pour éliminer la menace posée par les U-boats et le Tirpitz. La région est protégée par le célèbre mur de l'Atlantique, une dense ligne de défense qui s'étend de la Norvège à la frontière espagnole. Près d'1 million de travailleurs français ont été enrôlés pour construire des milliers de différents types de bunkers et de fortifications, visant à empêcher tout débarquement britannique. Malgré toutes ces défenses, cela n'a pas empêché Churchill d'utiliser toutes les ressources nécessaires à sa disposition pour mettre les infrastructures de Saint-Nazaire hors service, comme l'option de bombardement aérien, qui n'a eu aucun effet significatif, soit en raison des fortifications installées par les nazis, soit du manque de précision, et donc la plupart des bombes tombent sur les maisons civiles. En conséquence, la ville de Saint-Nazaire a été rasée à la fin de la guerre. L'autre option était l'assaut naval, qui fut également infructueux en raison de l'artillerie côtière du mur de l'Atlantique et des milliers de mines marines éparpillées le long de la côte. Ces échecs incitent les Britanniques à agir rapidement et surtout à changer de tactique avant qu'il ne soit trop tard pour l'Empire britannique. Enfin, les Britanniques ont décidé qu'une opération de force spéciale était le meilleur choix pour réussir. Le plan de l'opération nommée Operation Chariot, opération chariot, est simple. Les commandos devaient détruire 3 sites: la cale de Normandie, les anciennes portes du bassin de Saint-Nazaire, ainsi que les stations de pompage d'eau et d'autres installations, et les U-boats ou autres navires dans la région. Un destroyer de la Première Guerre mondiale, le Campbelltown, sélectionné pour cette mission, modifié pour donner l'apparence extérieure d'un destroyer allemand, rempli de 4 tonnes d'explosifs, avec des troupes et des équipages à bord, accompagné de 18 petites embarcations. Le 27 mars 1942, ils traversèrent la Manche jusqu'à la côte atlantique de la France. Le Campbelltown enfonce cette porte à toute vitesse et s'y coince fermement. Les commandos à bord débarquent et se mettent à l'abri d'une couverture aérienne. Le navire explose, détruisant la porte. Une autre force de commandos atterrit pour détruire les machineries et autres structures basées dans le bâtiment, juste à côté. Ils détruisaient autant de cibles que possible, puis se retiraient sur les embarcations d'où ils venaient. Mais malheureusement, la Royal Air Force n'a pas pu fournir de couverture aérienne en raison du mauvais temps ce jour-là. Pour aggraver les choses, les tirs allemands ont coulé, incendié ou immobilisé pratiquement tous les bateaux destinés à ramener les commandos en Angleterre.
Alors les commandos se sont frayés un chemin à travers la ville pour s'échapper par voie terrestre. Mais beaucoup se sont rendus lorsqu'il manquait de munitions ou étaient encerclés par la Wehrmacht défendant Saint-Nazaire. Sur les 611 hommes qui ont entrepris l'opération, 128 sont retournés en Grande-Bretagne, 169 ont été tués et 215 sont devenus prisonniers de guerre. Les pertes allemandes comprenaient plus de 360 morts, dont certains ont été tués après l'opération, lorsque le Campbelltown a explosé. Et de nombreux ouvriers français sont morts aussi. L'opération Chariot a été un énorme succès pour les Britanniques, mais une pure humiliation pour les nazis. Au sein des cercles militaires britanniques, l'opération a été appelée le plus grand de tous les raids. Pour reconnaître leur courage, 89 membres du groupe de l'opération ont reçu des décorations, dont 5 croix de Victoria. Du côté allemand, furieux après l'opération, entre fin 1943 et début 1944, une écluse fortifiée a été construite pour protéger les sous-marins lors de leur transfert depuis la Loire et la base sous-marine. L'écluse mesure 150 mètres de long et 25 mètres de large et 14 mètres de haut, équipée d'un armement anti-aérien sur le toit. Les Allemands ont continué à renforcer toute leur défense à Saint-Nazaire. Mais fin 1943, les taux se resserraient pour les Allemands. Le front de l'Est avec l'Union soviétique s'effondrait. Au sud, l'Italie est tombée entre les mains des forces alliées. En janvier 1944, Adolf Hitler déclara que 14 lieues le long du mur de l'Atlantique seraient des forteresses, parmi lesquelles Saint-Nazaire, qui se tiendrait jusqu'au bout. Ce qu'on appelle Atlantic Festungen, les forteresses de l'Atlantique. La plupart des forteresses ont été capturées par les Alliés entre le début de l'invasion de la Normandie, en juin et fin octobre 1944. Le premier assaut sur le secteur de Saint-Nazaire a eu lieu par le nord, le 27 août, où je suis parti sur les traces du premier affrontement entre l'armée américaine et les nazis. La force résistante allemande, capable de repousser les Alliés, en concentrant les forces, en bloquant les routes principales et en détruisant les ponts, comme ce qui est arrivé à ce pont dans le village de La Roche-Bernard. De sorte que toute la zone de Saint-Nazaire a été assiégée, créant ce qui allait être connu sous le nom de la poche de Saint-Nazaire. Cela a permis à la base sous-marine de continuer à fonctionner jusqu'au dernier jour de la guerre.
Mais les choses se passent trop vite, ne laissant aucune option aux nazis. Le 2 mai 1945, l'armée rouge entre dans la capitale du Reich, Berlin. Le 8 mai, le maréchal Keitel signe la capitulation inconditionnelle de l'Allemagne. Les canons se taisent, la guerre est finie. Mais pas ici, à Saint-Nazaire. Aux plus de 30 000 troupes allemandes, sous le commandement du général Hans Juncker, sont toujours assiégées aux côtés de quelques 120 000 civils français. Mais quel est le but de garder une partie de la France sous le contrôle allemand si l'Allemagne elle-même est perdue? Le 11 mai, 4 jours après la capitulation de l'Allemagne, le général Heinz Juncker cède la poche de Saint-Nazaire aux Alliés pour marquer la fin de la dernière forteresse d'Hitler. Aujourd'hui, Saint-Nazaire n'est pas moins important qu'hier. C'est ici que sont construits les plus gros paquebots et avions du monde. Saint-Nazaire reste un lieu capital pour le monde d'aujourd'hui. If you like our story, please don't hesitate to subscribe, so we can make new stories with new forgotten spots. Ciao.